Bonjour, on continue notre série autour de l'algèbre linéaire, aujourd'hui avec la notion de l'orthogonalité. Quand est-ce que deux vecteurs sont-ils orthogonaux? Ou plus généralement, comment définir un angle entre deux vecteurs dans un espace vectoriel? Comme on va voir, la notion qui est derrière est celle d'un produit scalaire. C'est une vidéo niveau licence en mathématiques, comme toujours c'est Eve qui fait le montage, et si vous voulez nous soutenir, vous trouvez des liens en description. C'est parti. On va commencer par une formule que je trouve tout à fait magique. Quand je l'ai vue pour la première fois, je la trouvais très surprenante, et vous allez comprendre pourquoi. Prenez une feuille à carreaux, et puis tracez un système de coordonnées. C'est-à-dire que vous allez choisir une origine, et puis deux axes le long de la grille. Et puis vous allez choisir deux points de la grille. Ces deux points vont représenter deux vecteurs à coordonnées entières. Alors d'un côté, vous allez calculer la quantité suivante. Vous prenez les coordonnées x, vous les multipliez, prenez aussi les coordonnées y, vous les multipliez, et puis vous faites la somme des deux. C'est-à-dire, vous calculez U1V1 plus U2V2. Cette quantité, c'est justement le produit scalaire entre les deux vecteurs. De l'autre côté, on va calculer les normes de ces vecteurs, c'est-à-dire leur longueur. Et pour cela, on va utiliser le théorème de Pythagore. C'est-à-dire, on va avoir la racine carrée de U1 carré plus U2 carré, et pour V, c'est la racine carrée de V1 carré plus V2 carré. Alors la formule magique, elle va nous dire que le produit scalaire est égal au produit des deux normes fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Pourquoi j'ai trouvé cette formule si surprenante? Parce que pour notre choix des deux vecteurs, à coordonnées entières, le produit scalaire, c'est clairement un entier. Et les normes, en fait, c'est des racines carrées d'entiers positifs. Alors que le cosinus, pour moi, c'est une fonction très compliquée, une fonction transcendante. Mais alors ici, le cosinus est simplement donné par un entier divisé par une racine d'un entier positif. Donc là, on pourrait se dire, ouais, mais quand même, c'est des angles très particuliers. C'est des angles entre deux points à coordonnées entières. Mais prenez n'importe quel angle. Vous tracez deux droites avec cet angle alpha, et puis vous allez trouver des points à coordonnées entières qui sont très proches de ces droites. Et alors, vous pouvez utiliser cette formule, et ce que vous allez obtenir, c'est des approximations de cosinus alpha. Autrement dit, cette fonction transcendante, le cosinus, peut très bien s'approcher par des entiers divisés par des racines carrées d'entiers. Cette formule magique, elle reste vraie en toutes dimensions. Vous prenez deux vecteurs dans Rn, le produit scalaire, maintenant il est défini comme la somme des UI, VI. Où les UI, VI, c'est les coordonnées des deux vecteurs U et V. On peut également écrire ce produit scalaire comme U transposé fois V, où on représente U et V comme des vecteurs colonnes, et du coup U transposé, c'est un vecteur ligne. La raison pour laquelle cette formule marche en toutes dimensions, c'est que vu qu'on n'a que deux vecteurs, en fait, tout se passe dans le plan engendré par ces deux vecteurs, qui est un plan du coup de dimension 2. Par ailleurs, cette formule, elle a de nombreuses conséquences. Si par exemple on met U égale V dans la formule, alors l'angle entre les deux vecteurs est 0, et le cosinus de 0, ça vaut 1, donc on obtient un lien entre la norme du vecteur et son produit scalaire avec lui-même. Autrement dit, la norme de U, c'est la racine carrée de U scalaire U, c'est-à-dire la racine carrée de la somme des UI au carré. Et si vous y réfléchissez bien, cette formule, c'est la généralisation du théorème de Pythagore en dimension n. Mais en fait, c'est juste une itération du théorème de Pythagore usuel, appliqué successivement à des tranches de dimension n. Une deuxième conséquence est quand vous choisissez U orthogonal à V. Dans ce cas, l'angle entre U et V, par définition, vaut 90 degrés, donc le cosinus vaut 0, c'est-à-dire le produit scalaire vaut 0. Et en fait, c'est un si et seulement si. C'est-à-dire deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire vaut 0. Et enfin, une dernière conséquence, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui nous dit que la valeur absolue du produit scalaire est plus petit ou égal au produit des normes. Et ça vient simplement du fait que le cosinus, en valeur absolue, est plus petit ou égal à 1. Pour généraliser maintenant la notion de l'angle, et aussi la notion en fait de la norme, on va inverser le processus et on va utiliser la formule magique pour les définir. Ce qu'il nous faut, du coup, c'est la notion d'un produit scalaire, c'est-à-dire une notion qui va généraliser cette somme de UI, VI. Dans toute la vidéo, on va se placer dans le cadre d'un espace vectoriel grand V qui définit sur les nombres réels R et qui est de dimension finie, disons n. Alors un produit scalaire, c'est une application de V croix V dans R et qui vérifie les conditions suivantes. Premièrement, cette application, elle est bilinéaire, c'est-à-dire elle est linéaire dans les deux entrées. Si on calcule le produit scalaire entre lambda U1 plus mu U2 avec V, on va obtenir lambda fois le produit scalaire entre U1V plus mu fois le produit scalaire entre U2 et V. Et pareil sur la deuxième coordonnée.
Deuxièmement, on demande que le produit scalaire soit symétrique, c'est-à-dire U scalaire V soit égal à V scalaire U. Et ça reflète que la fonction cosinus est paire. Enfin, la troisième condition, on demande que le produit scalaire soit ce qu'on appelle défini positive. C'est-à-dire, si je prends deux fois le même vecteur, U scalaire U, alors c'est une quantité positive. Ce qui est normal parce que on aimerait bien interpréter cette quantité comme une norme, ou une norme au carré. Et en plus, on demande que le cas d'égalité arrive seulement pour le vecteur U égale à 0. Regardons quelques exemples sur R2, autre que le produit scalaire usuel. Par exemple, on peut définir le produit scalaire entre U et V comme étant 2 fois U1V1 plus 5 fois U2V2. C'est-à-dire, on va juste ajouter des poids dans la formule usuelle. Et vous pouvez vérifier facilement que c'est bilinéaire, symétrique et défini positif. Un exemple un peu plus compliqué, c'est donné par cette formule. 2 fois U1V1 moins U1V2 moins U2V1 plus U2V2. Le fait que cette expression est bilinéaire se voit parce que dans chaque terme, il y a exactement un U et un V. La symétrie, elle se vérifie en échangeant les indices 1 et 2. Et pour le caractère défini positif, on va mettre U égale V. On va obtenir 2 fois U1 au carré moins 2 fois U1 U2 plus U2 au carré. Et ça, en fait, on peut l'écrire comme U1 moins U2, le tout au carré, plus U1 au carré. Donc, cette expression, elle est clairement positive. Et en plus, le cas d'égalité, quand c'est égal à 0, ça implique que U1 égale à U2 et que U1 égale à 0. Donc U1 égale à U2 égale à 0. Pour un peu mieux comprendre un produit scalaire abstrait, on peut lui associer une matrice. Pour cela, on va fixer une base BI de l'espace vectoriel B. Alors, un produit scalaire, on va associer la matrice S, dont l'entrée S indice IJ est donnée par le produit scalaire entre BI et BJ. C'est une matrice n fois n à coefficient réel. Dans l'exemple du produit scalaire qu'on vient de voir, cette matrice est donnée par 2, moins 1, moins 1, 1. En fait, la seule chose qu'on fait, c'est on prend l'expression du produit scalaire avec tous ses coefficients et on range les coefficients dans une matrice. Alors avec cette matrice qui représente le produit scalaire, on peut le calculer plus facilement. Le produit scalaire entre U et V maintenant, c'est U transposé SV. À nouveau, U et V maintenant sont des vecteurs colonnes. Donc, U transposé, c'est un vecteur ligne, et S, c'est cette matrice n fois n. Pour le prouver, on va simplement utiliser la bilinéarité du produit scalaire. Le produit scalaire entre U et V, c'est en fait la somme sur I et sur J, entre 1 et n, de UI, VJ, fois le produit scalaire entre BI et BJ, qui par définition vaut SIJ. Et du coup, on reconnaît la formule de U transposé SB. Les propriétés du produit scalaire se traduisent en des propriétés de la matrice S. La bilinéarité du produit scalaire, elle est en fait déjà encodée dans le fait d'utiliser une matrice. Le caractère symétrique se traduit par le fait que la matrice S, elle est symétrique, c'est-à-dire SIJ égale à SJI, ou encore d'une façon équivalente, S est égal à sa transposée. Et cette matrice S, elle est ce qu'on appelle aussi définie positive. C'est-à-dire, chaque fois que vous calculez U transposé SU, vous allez obtenir une quantité plus grande ou égale à 0, avec le cas d'égalité uniquement pour U égale à 0. Une remarque concernant cette notion d'être définie positive pour une matrice symétrique réelle. En fait, par le théorème spectral, un résultat vraiment fondamental dans la théorie des matrices symétriques, et qu'on va voir dans ce milieu futur, on sait que le spectre d'une matrice symétrique réelle est réel. Alors la matrice est définie positive si ce spectre est en fait inclus dans R plus étoile. Toutes les valeurs propres sont strictement positives. Comme on a déjà dit précédemment, on va maintenant utiliser la formule magique pour définir ce que ça veut dire un angle entre deux vecteurs. Donc, étant donné un espace vectoriel avec un produit scalaire abstrait, on va définir l'angle entre deux vecteurs comme étant l'arc cosinus du produit scalaire entre U et V divisé par leur nombre. En particulier, par définition, on va dire que deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est égal à 0. Cette notion d'orthogonalité s'étend pas seulement entre vecteurs, mais aussi entre sous-espaces vectoriels. Si je considère un sous-espace vectoriel W de grand V, alors on va définir son orthogonal comme étant l'ensemble de tous les vecteurs petit v de grand V, tel que leur produit scalaire avec n'importe quel vecteur de W est égal à 0. Alors la propriété clé de cette orthogonale, qu'on note W orthogonale, c'est que c'est un supplémentaire naturel du sous-espace vectoriel W. Autrement dit, W est en somme directe avec W orthogonale. Et en particulier, la dimension de W orthogonale, c'est la dimension de V moins la dimension de W. Si on prend par exemple V égale à R2, avec son produit scalaire usuel, et pour W, on prend la droite engendrée par le vecteur 1, 2, alors son orthogonale, ça va être
un sous-espace vectoriel de dimension 2-1, c'est-à-dire 1, c'est juste la droite orthogonale, et elle va être engendrée par le vecteur 2-1, parce que le produit scalaire entre 1, 2 et 2-1 vaut 0. Comme on a vu, pour définir la matrice S d'un produit scalaire, il nous faut fixer une base de l'espace vectoriel. Si on aimerait bien utiliser la formule usuelle pour le produit scalaire, cette somme UI-BI, ça voudrait dire qu'on aimerait bien utiliser la matrice S égale à l'identité. La question devient alors, est-ce qu'on peut choisir une base de l'espace vectoriel telle que le produit scalaire s'écrit comme le produit scalaire usuel? En fait, une telle base, c'est ce qu'on appelle une base orthonormée. C'est une base EI, telle que le produit scalaire entre EI et EJ, c'est soit égal à 1 si I égale J, ou sinon c'est 0. C'est-à-dire c'est une base de n vecteurs qui sont 2 à 2 orthogonaux, et chaque vecteur est normé. Normé égale à 1, d'où le nom orthonormé. D'ailleurs, je vais utiliser l'abréviation BON, base orthonormée. Donc comme vous voyez, c'est un bon concept. La notion de base orthonormée, ça généralise la notion de la base standard, de la base canonique de Rn, quand on considère son produit scalaire usuel. La bonne nouvelle, c'est que les bases orthonormées, elles existent toujours. Donc, théorème, pour tout produit scalaire, il existe une base orthonormée. C'est-à-dire, il y a toujours une base bien adaptée pour qu'on puisse utiliser la formule usuelle de notre produit scalaire. Petite attention, une base orthonormée existe, mais elle n'est pas du tout unique. En fait, il y en a une infinité. Pour démontrer l'existence des bases orthonormées, en fait, on va avoir une procédure explicite qui va produire une base orthonormée à partir de n'importe quelle base. Cette procédure, ça s'appelle le procédé de Gram-Schmidt, ou encore le procédé d'orthonormalisation. On va partir d'une base B1, B2 jusqu'à Bn quelconque, de notre espace grand B, qui est muni d'un certain produit scalaire. Alors le procédé de Gram-Schmidt, il est itératif. En fait, ça fonctionne un peu comme une récurrence. Et à chaque fois qu'on utilise l'hérédité, il y a deux étapes. Une étape d'orthogonalisation et une étape de normalisation. C'est comme ça qu'on va obtenir à la fin une base orthonormée. La recette de Gram-Schmidt, la voici. Premièrement, on fait une initialisation. On définit E1 comme étant B1 divisé par sa norme. C'est-à-dire B1 divisé par la racine carrée de B1 scalaire B1. Et puis la deuxième étape, c'est l'hérédité. On imagine qu'on a déjà construit E1, E2 jusqu'à EK, une base orthonormée à partir de B1, B2 jusqu'à BK, et on va aller un cran plus loin. On va d'abord orthogonaliser, donc on va définir EK plus 1' comme étant BK plus 1 moins la somme de BK plus 1 scalaire EI fois EI, pour I allant de 1 à K. Pour ce vecteur EK plus 1', vous pouvez vérifier qu'il est orthogonal à l'espace engendré par les E1, E2 jusqu'à EK. Et puis, on va le normaliser. On définit EK plus 1 comme étant EK plus 1' divisé par sa norme. Et puis, comme c'est une récurrence, on va utiliser cette deuxième étape un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'on obtient K égale N. Donc on va avoir une base orthonormée E1, E2 jusqu'à EN. Donc voyons voir un exemple concret. On va se mettre dans un espace vectoriel de dimension 2 avec ce produit scalaire étrange qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et pour base de départ, on va utiliser simplement la base canonique, B1 égale à 1, 0 et B2 égale à 0. On va appliquer simplement notre recette. Donc premièrement, on initialise. On va normaliser B1. Donc E1, c'est B1 divisé par sa norme. Or ici, avec ce produit scalaire un peu étrange, la norme de B1, c'est racine de 2. Donc notre vecteur E1, c'est 1 sur racine de 2 fois le vecteur 1, 0. Puis on peut passer à l'hérédité. Donc on va d'abord calculer un certain vecteur E2', qui par définition est égal à B2, moins le produit scalaire entre B2 et E1, ça c'est un nombre, fois E1. Donc au premier abord, ça a l'air très compliqué, parce que dans E1, il y a des racines carrées. Mais en fait, comme E1 apparaît deux fois, les racines carrées elles vont se simplifier. Ici, on va obtenir 0,1 moins 1,5 fois le produit scalaire entre B1 et B2, qui vaut moins 1, fois le vecteur B1, qui vaut 1, 0. Donc si on fait le calcul, on va obtenir le vecteur 1,5, 1. Et puis, pour finir, on va normaliser ce vecteur. E2 égale à E2' divisé par sa norme, et sa norme, pour le produit scalaire en question, vaut 1 sur racine de 2. Donc on va obtenir que E2 égale à racine de 2 fois le vecteur 1,5, 1. Donc voilà, on a obtenu une base orthonormée pour notre produit scalaire étrange. Une remarque importante, tout à l'heure je disais que les bases orthonormées ne sont pas uniques. Or, la procédure de Gram-Schmidt donne bien une base orthonormée déterminée. Donc ce qui se passe, c'est que la procédure de Gram-Schmidt, on part d'une certaine base quelconque.
Si je change cette base quelconque, le résultat, quand on applique la procédure de Gram-Schmidt, il va changer. En fait, étant donné une base quelconque, la matrice de passage entre cette base et le résultat obtenu par Gram-Schmidt, la base orthonormée, c'est une matrice de passage qui va être triangulaire supérieure. Et si jamais je choisis une autre base orthonormée, cette matrice de passage ne va plus être triangulaire supérieure. C'est cette propriété-là qui caractérise la base orthonormée de Gram-Schmidt. Maintenant qu'on a vu la notion du produit scalaire et d'une base orthonormée, on peut appliquer ces notions à la notion de la projection orthogonale. Et en fait, cette opération de la projection orthogonale était très importante parce que beaucoup de problèmes d'optimisation peuvent se reformuler comme un problème de projection orthogonale. Pour être un peu plus concret, on peut imaginer un certain espace de paramètres. Vous avez des données, peut-être des prix, peut-être des profits envisagés, etc. Donc il y a un certain espace de données qui va représenter votre grand espace vectoriel, grand V, et puis à l'intérieur, vous avez un certain sous-espace vectoriel qui représente des contraintes. Vous voulez un certain rendement, vous devez respecter certaines lois, etc. Et puis enfin, on a un certain vecteur qui représente l'état actuel de votre entreprise, de votre problème. Alors, si cet état il se trouve sur l'espace des contraintes, tout va bien, mais très souvent, ce vecteur ne va pas être dans W. C'est-à-dire votre état actuel ne respecte pas encore les contraintes. Alors la question devient comment changer cet état avec un coût minimal, avec un déplacement minimal pour respecter les contraintes. Autrement dit, quel est le vecteur dans grand W qui minimise la distance au vecteur V? Et la réponse, c'est la projection orthogonale du vecteur V sur cet espace W. Un point qu'on va noter PW de petit v. C'est le projeté orthogonal de petit v sur grand W. Maintenant qu'on sait que c'est très important d'avoir une formule simple qui donne la projection orthogonale, on peut la donner explicitement. L'ingrédient clé qu'il nous faut pour cela, c'est une base orthonormée du sous-espace W. Donc notons W1, W2 jusqu'à Wm, une base orthonormée du sous-espace W, qui est de dimension m. Alors le projeté orthogonal PW de V, c'est simplement la somme, pour i allant de 1 à m, du produit scalaire V avec WI fois WI. Donc, regardons un peu cette formule. Déjà, les WI, ça forme une base de W. Et le projeté orthogonal, c'est un vecteur de cet espace vectoriel. Donc c'est forcément une combinaison linéaire des WI. Ce qui est bien avec cette formule, c'est que les coefficients, les coordonnées dans cette base, ils sont simplement donnés par le produit scalaire entre V et WI. Prenons par exemple R2 avec son produit scalaire usuel, le vecteur 3, 7 et le sous-espace engendré par le vecteur 1, 1, c'est-à-dire la droite de tous les points x, y qui vérifient x, y, y. Donc si on veut calculer le projeté orthogonal de V sur W, on va déjà calculer une base orthonormée de W. W est juste une droite, dimension 1, donc il nous suffit de trouver un vecteur normé. Or par définition, W est engendré par 1, 1. Mais 1, 1 est de norme racine de 2. Donc une base orthonormée de W est donnée par le vecteur 1 sur racine de 2, 1, 1. Maintenant qu'on a une base orthonormée de W, on peut utiliser la formule de la projection. Le projeté de V sur W, c'est le produit scalaire entre V et E1 fois E1. À nouveau, on a l'impression que c'est compliqué, il y a des racines carrées, mais vu qu'il y a 2 fois E1, les racines carrées vont se simplifier. Et quand on fait le calcul, on va tomber sur le vecteur 5, 5. Pour faire un exemple un peu plus compliqué, prenons maintenant R3 avec son produit scalaire usuel et le vecteur 1, 2, 3. Et comme sous-espace W, on va prendre l'ensemble des vecteurs x, y, z qui vérifient 3x plus 2y plus z égale à 0. Alors la première chose qu'on va faire, c'est déjà de trouver une base quelconque de W. C'est-à-dire, il va falloir trouver des solutions à cette équation. 3x plus 2y plus z égale à 0. On a 3 inconnus, une seule équation, il va y avoir une infinité de solutions. Donc on peut juste deviner. Par exemple, si je mets x égale à 0, on peut mettre y égale à 1, et puis z égale à moins 2. Ça nous fait le vecteur 0, 1, moins 2. Et si maintenant je mets par exemple y égale à 0, je peux choisir x égale à 1, et du coup z devient moins 3. Donc on sait que W c'est un plan de dimension 2, donc pour une base, il nous faut simplement deux vecteurs linéairement indépendants. Or là on a trouvé deux vecteurs, et on vérifie assez facilement qu'ils sont linéairement indépendants, parce que l'un n'est pas un multiple de l'autre. Donc maintenant qu'on a cette base quelconque, on va utiliser Gram-Schmidt pour en déduire une base orthonormée de W. Donc on normalise le premier, ça norme pour racine de 5, et puis on prend le deuxième, on définit E2',
par la formule qui est donnée par notre recette, et le résultat, on va à nouveau le normaliser. Et on va obtenir ce vecteur 1 sur racine de 70 fois ce vecteur 5 moins 6 moins 3. Et maintenant qu'on a une base orthonormée de W, on peut calculer facilement le projeté orthogonal de V sur W. À nouveau, les racines carrées se simplifient, et le résultat final vaut 1 sur 7 fois le vecteur moins 8, 4, 16. Un dernier point, maintenant qu'on a une bonne formule qui calcule le projeté orthogonal, on peut aussi calculer facilement la distance d'un vecteur à un sous-espace vectoriel. Parce que la distance d'un point d'un vecteur à un sous-espace vectoriel, c'est justement la distance de ce vecteur à son projeté orthogonal. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure de R2 avec le vecteur 3, 7 qu'on projette sur la droite engendrée par le vecteur 1, 1, la distance de ce vecteur 3, 7 à cette droite, c'est la distance de 3, 7 au point 5, 5, parce que 5, 5 qu'on avait calculé, c'est le projeté orthogonal, et cette distance, elle vaut racine de 8, c'est-à-dire 2 fois racine de 8. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va voir le théorème spectral, un résultat absolument fondamental en mathématiques. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, et si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager. À bientôt!